Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce 18e épisode de la saison 3 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler « Influenceuse, influenceurs de tout pays ». Unissez-vous. Non, je déconne. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être informé des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter, toujours tranche le chiffre 2, couple comme le nom du podcast, ou par email, tranche le chiffre 2, couple@gmail.com. Tranche de couple, quoi. C'est ça. Bon, et puis comme d'habitude, on aimerait terminer en vous demandant une petite faveur. Partagez sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par ce podcast. Parce que, oui, c'est vrai que pour nous, c'est quand même sympa de savoir que ce podcast est accessible au plus grand nombre. Alors, n'hésitez pas, partagez cet épisode. On commence comme d'habitude par la rubrique Actu. Et aujourd'hui, Guillaume, c'est toi qui commences. Effectivement, aujourd'hui, je vais commencer avec un petit retour sur l'influence russe en Europe. Alors, dans un épisode précédent, on vous avait parlé en particulier de l'influence dans le milieu culturel, donc j'y reviendrai, mais seulement très brièvement. Mais je voudrais ici, à défaut de parler de la guerre en Ukraine, pour cette fois, compte tenu de peu de changements d'ampleur à ce stade dans le rapport de force. Mariupol n'est pas officiellement tombé pour les autorités ukrainiennes, mais elle l'est pour les autorités russes. Le nombre de réfugiés est passé à 5,2 millions de personnes arrivées en Europe. On vous propose donc un petit tour d'horizon de l'influence de la Russie en Europe. La première influence importante de la Russie en Europe, c'est l'influence énergétique et économique. Nous pourrions faire un article complet sur l'influence économique de la Russie en Europe et surtout l'influence liée à l'énergie. Inégale en fonction de quel type d'énergie on parle, un article de la Tribune rappelle qu'en 2020-2021, l'Union européenne était dépendante à 40% du gaz russe, 47% du charbon et dans une moindre mesure de 25 à 30% pour ses importations de pétrole. C'est évidemment un sujet délicat, d'autant que la dépendance est différente d'un pays à l'autre. L'Allemagne compte 60% de gaz russe dans son mix, la France autour de 10% seulement, mais l'Autriche par exemple près de 100%. Ce qui rend les tractations complexes au niveau européen et qui explique les atermoiements et le retard dans la prise de décision ferme de l'Union européenne à ce sujet. Bien que l'UE envoie chaque jour près de 700 millions d'euros à la Russie pour acheter du gaz, c'est autant d'argent qui permet à l'État de n'être pour l'instant impacté qu'à la marge par les sanctions que cette même Union européenne a implémentées sur l'État russe. Un autre volet, c'est l'influence économique. Et de façon liée, par exemple, à la présence d'Européens dans les conseils d'administration des entreprises russes, à commencer par François Fillon et Gerhard Schröder. Les fameux. François Fillon, qui avait des loisirs chers à financer, mais qui, après une bronca notamment sur les réseaux sociaux et dans les médias, a finalement renoncé sans enthousiasme à ses mandats auprès de grandes entreprises russes, notamment Gazprom. Et le second est toujours en place aux grandes dames de l'Allemagne, qui est embourbée dans la question de sa dépendance au gaz et qui se passerait bien de cette situation. Ce sont des petites influences, mais qui veulent dire que, et ça m'amène à notre point suivant, notamment politiquement, il y a des influences russes dans les politiques en France. Alors, on est le 24 avril, on est le jour du deuxième tour des élections présidentielles. Au moment où nous enregistrons ce podcast, on n'a pas les résultats encore, mais on sait qu'un des grands sujets, ça a effectivement été la dépendance du Rassemblement national à la Russie. Et pourquoi c'est gênant ? C'est gênant parce que, effectivement, c'est la Russie, via une de ses banques et puis via une filiale de sa banque en Hongrie, qui a donné un prêt au Front National il y a quelques années pour financer ses campagnes électorales au régional. Alors, selon le Front National, il s'agit là du fait qu'aucune banque française n'a accepté de prendre leur dossier de prêt. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'aucune banque française n'ait accepté à l'époque, mais qu'on accepte aujourd'hui Zemmour et que manifestement, ils aient trouvé pour 2022 de l'argent à emprunter en France. Il faut avoir... Enfin, j'ai noté un commentaire, je ne sais pas du tout quel est le fondement, mais c'est pas inintéressant, c'est... Quand quelqu'un fait un prêt, on regarde d'abord sa solvabilité, c'est-à-dire est-ce qu'il est en capacité de rembourser le prêt. Et je noterai simplement que le prêt qu'a contracté le Front National à l'époque a dû être rééchelonné
c'est-à-dire en gros l'échéance de remboursement a dû être allongée parce que le Front National n'était pas en mesure de rembourser dans les échéances qui étaient prévues. Donc peut-être que ça explique en réalité aussi pourquoi ils n'ont pas réussi à trouver de financement en France. Parce que en gros les volumes financiers dont ils avaient besoin pour faire vivre leur parti et financer leurs élections étaient peut-être trop élevés par rapport à leur capacité de remboursement, capacité d'emprunt à l'époque. De fait, ça a posé question et Emmanuel Macron, une des premières mesures qu'il a créées, c'était de créer une banque qui prête spécifiquement aux partis politiques. On dira que c'est une bonne réponse ou que c'est une mauvaise réponse. De fait, l'objectif, c'est d'éviter justement que des partis doivent financer leur campagne à l'étranger pour éviter des influences venant de l'étranger. Je crois qu'il n'a pas été le projet a été développé mais n'a pas été mis en œuvre en fait, de Banque de démocratie. Donc c'est pas encore. En tout cas, il y a cette idée. Je sais pas. Mais l'idée était plutôt bonne en soi. Non, mais elle a été proposée et puis elle est restée un peu sur le carreau. Effectivement, elle a été proposée et plébiscitée par notamment un rapport de l'Assemblée nationale de Yaël Brun-Pivet, présidente de la commission des lois, et Philippe Gosselin, qui ont préconisé cette mesure, qui n'a pas donc encore été mise en place, mais qui, on l'espère, pourrait être mise en place. La Russie possède également un des réseaux diplomatiques les plus importants à l'étranger. C'est d'ailleurs une arme que le pays utilise, notamment via les réseaux sociaux, dans les traces de la Chine pour diffuser des informations souvent en ce moment critiquables sur le conflit en Ukraine notamment. Il existe par ailleurs des liens historiques entre la Russie et certains pays européens. La Hongrie de Viktor Orban, qui est le seul pays européen à avoir commandé et utilisé de l'Union européenne à avoir commandé et utilisé le vaccin russe Sputnik contre le Covid, ou encore la Serbie, dont le renouvellement réélu président Aleksandar Vučić a rappelé l'importance des liens qui unissent les deux pays. Situation complexe pour lui, qui négocie son adhésion à l'Union européenne depuis plusieurs années, mais dont on ne voit pas comment elle pourrait avoir lieu si les liens subsistent avec la Russie tels qu'ils sont aujourd'hui. Rappelons que le 2 mars, un mois avant les élections générales, la Serbie a condamné à l'Assemblée générale de l'ONU l'agression russe sur l'Ukraine, puis voté après les élections en faveur de l'éviction de la Russie du Conseil des droits de l'homme, tout en refusant de se joindre aux sanctions occidentales contre Moscou. On a donc un gouvernement en Serbie qui tente de ménager la chèvre et le chou, une tentative d'éloignement limité de la Russie pour donner des gages à l'Union européenne qui se soucie fortement depuis le 24 février de sa propre sécurité énergétique, mais aussi et surtout militaire. On a enfin l'influence culturelle et sportive. L'influence culturelle, on en a déjà parlé. On a parlé de comment certains artistes avaient été amenés à se prononcer aussi pour ou contre l'invasion en Ukraine et comment c'était parfois un peu plus compliqué que ça, notamment pour ceux qui habitent toujours en Russie ou qui ont des liens en Russie. Donc on ne reviendra pas en in extenso là-dessus. Par contre, on va un peu parler de l'influence l'influence sportive de la Russie, notamment en Europe, sa participation à pas mal de compétitions sur le territoire européen. Le déclin remonte plus loin puisque en réalité les premières sanctions d'importance sont arrivées internationalement pour la Russie suite à une décision du tribunal arbitral du sport en 2018 dans une affaire de dopage obligeant les Russes à concourir sous bannière neutre, le comité olympique russe étant considéré comme partie prenante dans une affaire de dopage. Cette nécessité de concourir sous bannière neutre s'applique également aux Jeux Olympiques. C'est pourquoi en 2018, 2020 2021 et 2022, la Russie a concouru sous cette bannière. L'agression et l'invasion de l'Ukraine a conduit à l'éviction pure et simple des sportifs russes des Jeux Olympiques de Pékin, ainsi que des équipes russes d'un très grand nombre de sports et créé des remous jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar, qui doit se tenir à l'automne et dont l'équipe russe a été évincée après la menace de plusieurs équipes, notamment la Pologne, qui devait l'affronter en barrage, de se retirer de la compétition. D'autres fédérations ont également été écartées, notamment en patinage, en biathlon, en aviron, en rugby et en gymnastique. Le patinage et la gymnastique sont des grands pourvoyeurs de médailles et donc d'influence, de soft power, comme on dit, à la Russie. Et le dernier exemple en date aujourd'hui, c'est l'éviction des sportifs russes du tournoi de tennis de Wimbledon en Angleterre. Encore une fois, ici on ne porte pas un jugement, on constate. C'est à chacun de se faire un peu une idée, je pense, sur si c'est intéressant ou pas de réduire cette influence à l'étranger et quel impact a réellement cette influence. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière des artistes, derrière des sportifs qui, s'ils ne soutiennent pas officiellement le gouvernement russe, il y a aussi des gens qui, dans un sens, travaillent et qu'il est important de protéger chacun. Merci Guillaume pour ce point sur l'influence russe.
Alors, deuxième sujet d'actualité, je voulais revenir la PFU. sur la PFU. Bah oui, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé parce que l'actualité a été quand même assez occupée par l'Ukraine, à raison. Mais du coup, je voulais profiter du compromis trouvé le vendredi 22 avril au soir entre les États, donc représentés par la présidence française, le Parlement européen et puis la Commission sur l'acte sur les services digitaux, en anglais le Digital Services Act ou DSA. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que cet acte est celui sur les marchés digitaux qui a été agréé en mars dernier, donc le DMA. Ben, avec ces deux règlements, l'Union européenne a enfin défini les paramètres d'une gouvernance numérique européenne. C'est-à-dire mettre en place des règles pour réguler les grands acteurs numériques, et en particulier, vous savez, on parle des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, pour ne nommer que cela, mais globalement, les très grosses plateformes, les très gros acteurs du numérique qui ont aujourd'hui règne en maître, on va dire, sur le monde numérique, et sans vraiment un contrôle, ce qui fait que globalement, ils évoluent un petit peu et ils décident des règles. Alors, le DSA, donc le règlement sur les services digitaux, vise à réglementer les contenus en ligne. Donc, l'objectif, c'est de responsabiliser les plateformes du contenu qui y sont publiés. Et après les négociations, finalement, les moteurs de recherche, par exemple, devront supprimer rapidement les contenus illicites qui ont été signalés. Tandis que le DMA, donc le règlement sur les marchés digitaux, lui, il vise plutôt à préserver la concurrence dans le domaine numérique, finalement pour faire un espace économique digital de l'Union européenne, face à des acteurs qui, en réalité, étouffent, comme je vous le disais, aujourd'hui, toute concurrence, en rendant captifs leurs clients. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a mis le doigt dans quelque chose, c'est très difficile d'en sortir. Par exemple, si on a Microsoft, par exemple pour les emails, c'est très pratique parce que c'est lié avec le cloud de Microsoft Azure, et puis c'est lié avec tel autre service, et puis c'est lié... Enfin voilà. Donc, ce qui s'appelle mettre un doigt dans l'engrenage. Exactement. Et donc on a un écosystème qui est finalement... qui rend très difficile de choisir un autre fournisseur de services pour une partie des services dont on a besoin. Un autre exemple, c'est ce règlement interdira de concurrencer les produits qui sont mis en ligne sur le site qu'on a. Par exemple, Amazon, en fait, pendant très longtemps, ils ont regardé quels étaient les produits qui fonctionnaient le mieux, qui étaient le plus vendus sur leur plateforme. Et ensuite, ils ont créé les Amazon Basics, en gros des produits Amazon pour concurrencer les entreprises qui, elles, vendaient ces produits et qui marchaient très bien. Donc eux, ils avaient la tour de contrôle, ils arrivaient à savoir quels étaient les produits qui fonctionnaient le mieux. Et puis ensuite, ils lançaient des produits concurrents. Donc c'est clairement une concurrence déloyale. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Mais pensez-y, quand vous achetez des produits pas chers du tout sur Amazon, c'est aussi que s'ils sont pas chers, il y a un loup. Et que la position dominante d'Amazon n'est pas une bonne chose pour la diversité, disons, des sources. Non, parce que du coup, effectivement, si tel ou tel câble, ou tel connecteur, ou tel produit, finalement, tout le monde achète Amazon Basics parce que Amazon a réussi à avoir des volumes sur tout le marché mondial sur lequel il est. En fait, la petite PME française qui produisait tel ou tel produit, elle va couler, quoi. Alors, pourquoi est-ce que l'adoption de ces deux règlements, c'est quelque chose d'historique ? Parce que, d'abord, ces deux règlements, ils ont été adoptés en moins de 18 mois après leur présentation initiale par Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, et puis Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence. C'est celle qu'on a croisée en sortant de Deleuze et en allant faire des balades. Donc, c'est tout Bruxelles qui se balade avec celle. 18 mois pour faire adopter un projet législatif européen, c'est clairement un record du jamais vu à Bruxelles.
Et ça s'explique notamment par la haute valeur politique de ces deux règlements portés par la Commission européenne, qui, vous le savez, a fait de la souveraineté digitale de l'Union européenne un motto, un axe fort de la présidence de la Commission von der Leyen, mais aussi un objectif politique très important pour la France, qui avait largement inspiré ce projet et qui a poussé pour le faire aboutir sous sa présidence qui se termine le 30 juin, comme vous le savez. Alors, la mise en place de ce nouvel arsenal juridique, c'est également un signal politique très fort sur la volonté de l'Europe de ne pas se laisser faire face à des pouvoirs économiques, à une capacité d'influence quasiment sans limite, qui a été acquise progressivement par les géants du numérique, géants en majorité américains. Ça permet aussi de faire face à ce qu'on constate sur les contenus et les contenus en ligne, c'est-à-dire une explosion de la désinformation. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, mais de manière générale, il y a beaucoup de désinformation sur Internet, mais aussi, et qui d'ailleurs peut finalement mettre en cause nos démocraties. Donc c'est bien la sauvegarde de nos démocraties qui est en jeu. On a vu aussi l'explosion de la haine en ligne et puis beaucoup de contrefaçons sur Internet. Et donc, finalement, ces règlements visent aussi à répondre à ces enjeux-là qui sont cruciaux. Et forcément, plutôt que de le faire à l'échelle d'un État, le faire à l'échelle de l'Union européenne, ça a vraiment beaucoup de sens et ça aura beaucoup d'impact parce que c'est un marché économique extrêmement fort. Donc l'Union européenne renouvelle ainsi l'expérience positive du règlement général pour la protection des données, le RGPD, donc vous en aviez déjà entendu parler, qui avait mis en place un cadre législatif innovant pour protéger les données personnelles des citoyens. L'Europe avait été beaucoup plus loin que ce qui existait auparavant et grâce aux normes, finalement, avait réussi à imposer cette avancée. Et donc l'Europe espère aussi que ces nouvelles règles qu'elle a mises en place pour cette gouvernance du monde numérique seront adoptées par ailleurs, et notamment aux États-Unis, où cette question de la réglementation, du contrôle de ces géants du numérique est régulièrement soulevée au Congrès. Et je note d'ailleurs que Hillary Clinton s'est exprimée en fin de semaine dernière en faveur de l'adoption de ce règlement, alors que les grandes plateformes avaient émis quand même quelques réserves, vous vous en doutez. Alors ces deux règlements entreront en vigueur en 2023, et le vrai test sera bien sûr quelle sera leur application, parce qu'il faudra s'assurer que ces règles soient respectées, et si elles ne sont pas respectées, que les sanctions tombent. Ce qui implique une vraie capacité de contrôle. Donc c'est ce que la Commission a essayé de mettre en place, puisqu'elle demande finalement à ce que ces plateformes contribuent à la capacité de contrôle de la Commission, ce qui est aussi une nouveauté. Mais on verra si, en définitive, ça fonctionnera. Voilà pour cette activité PFUE. Voilà, on vous parlait d'influenceurs, influenceuses de tout pays. Libérez-vous aussi d'Amazon, libérez-vous des influences extérieures. Alors, je voudrais faire un dernier petit sujet dans cette rubrique d'actualité parce que Guillaume et moi, on a été choqués par des annonces qui ont eu lieu de la part du Royaume-Uni et du Danemark concernant l'immigration. Ça vous a peut-être pas échappé. Les deux pays ont annoncé vouloir mettre en place un accord avec le Rwanda. Alors le Danemark pour accueillir les demandeurs d'asile et le Royaume-Uni pour accueillir les immigrés illégaux qui essaient de franchir la Manche en vue de qui espèrent demander l'asile. Ces propositions sont absurdes. En gros, on récupère les migrants qui arrivent dans ces pays, on les envoie au Rwanda et globalement on les laisse là-bas, histoire de ne pas gérer tous les migrants qui n'auraient pas en fait validé leur demande d'asile. Ces propositions ont été qualifiées d'ailleurs par les ONG de cruelles et de méchantes, en anglais cruel and nasty. En fait, c'est pas complètement une nouveauté parce que le Danemark. Traduire nasty, on en a discuté tout à l'heure, mais par pervers, il y a un petit côté. Peut-être pervers, oui. Ouais. Le Parlement danois avait en fait passé une loi en juin dernier pour prévoir le transfert des demandeurs d'asile en dehors de l'Union européenne. Donc en fait, ça n'est pas sorti de nulle part, puisque déjà à l'époque, ils avaient adopté cette loi, une loi qui avait d'ailleurs été condamnée par la Commission européenne et par le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés.
Pour rappel quand même, politiquement parlant, le Royaume-Uni, c'est donc Boris Johnson, plutôt catégorisé à droite, donc à la limite, là, on ne serait pas surpris. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est que le Danemark est un pays dont le gouvernement actuel est plutôt social-démocrate, c'est-à-dire plutôt orienté à gauche, mais qu'il faut se méfier aussi des échiquiers, de la positionnement sur l'échiquier politique, Max. Non, mais globalement, les Danois, sur la question de l'immigration, ils sont quand même assez particuliers quand même. Hein. Je dirais que certaines de leurs propositions pourraient se retrouver dans les propositions de certains de nos hommes politiques ou femmes politiques de l'extrême droite en France, clairement. Comme quoi, tout est différent. Merci Max. On regardera ça peut-être avec un peu d'attention pour voir ce que ça donne. Mais... À voir si ça va faire flop et ça va tomber à l'eau ou si ça va effectivement... ça donnera des idées à d'autres personnes. On croise les doigts, on serre les fesses. Visiblement, le Rwanda, lui, est intéressé en fait d'avoir... Bien sûr, tout ça se fait contre une manne financière et donc est intéressé d'avoir un peu d'argent pour contribuer au développement du pays. Toujours le cas. Ça ne se fait jamais gratuitement, on pense bien. On passe à la rubrique Belgitude, Guillaume ? Merci Max. Oui, on va passer rubrique Belgitude en parlant d'influenceuses, influenceurs, des gens qui influencent la chanson francophone en Belgique. Et on va revenir sur le décès du chanteur belge Arnaud le 23 avril à 72 ans. Originaire d'Ostende, il s'était encore produit récemment à Bruxelles où il vivait et à Ostende où il était né comme un signe de son ancrage dans ces deux régions alors qu'il luttait contre le cancer. De son vrai nom Arnaud Intiens, il avait été fait citoyen d'honneur de la capitale dont le bourgmestre a truté suite à son décès. Putain, il nous manque déjà. Clin d'œil à la chanson du même nom, tout en finesse, qu'il avait écrite. Il avait eu ce pouvoir que peu ont eu avec lui de rassembler la Belgique, tant en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles. Il faut dire qu'il a d'abord chanté en anglais. C'est un peu la lingua franca ici en Belgique. Quand on n'est pas sûr, on parle anglais, comme ça on est sûr de vexer personne. Et puis il s'est mis davantage à privilégier le français, tout en composant de temps en temps en flamand. Il a eu une carrière, comme lui, haute en couleurs et en saveurs. Il a commencé à travailler comme cuisinier, marqué par ses passages sur scène, jugé par le public et par les critiques comme impressionnant et lui donnant sa vraie dimension. C'est ce qui explique aussi un grand nombre d'albums live. Son dernier album, Centre Boutique, est sorti en 2019. Beaucoup de messages sur les réseaux sociaux notamment, de gens qui ont salué sa mémoire, et y compris d'ailleurs en France, pour saluer ce grand artiste. Qui avait de l'influence en dehors de la Belgique, comme pas mal d'autres chanteurs, comme pour la BD, comme pour la peinture ou encore comme pour la musique. La Belgique possède un large panel de chanteuses et de chanteurs qui ont souvent fait largement écho au-delà des frontières du pays. Le plus connu d'entre eux pour nous francophones est bien entendu Jacques Brel, dont nous sommes tous capables au moins de fredonner le Port d'Amsterdam ou le plat pays qui est le mien. Mais aussi la moins politiquement correcte chanson Les Flamandes, qu'on ne reprend plus beaucoup aujourd'hui et pour cause. Son contenu pourrait être considéré comme assez borderline et ne flatte certainement pas les habitantes de la Flandre. On peut aussi citer la grande Morane, décédée en 2018, et ses chansons dont la poésie, souvent toute personnelle et délicate, a pu m'arracher quelques larmes, notamment son Prélude de Bach, qu'on vous mettra en tweet, sur les réseaux sociaux, quoi. Et puis, on ne peut ne pas parler aussi de la jeune génération et les incontournables Stromae, Papa outé, outé, papa outé. Et puis Adèle, pour terminer cette rubrique Belgique, c'est sa chanson Bruxelles, je t'aime. Finalement, quoi de mieux pour terminer avec une touche de positivité, notre point de Belgitude. Alors, je ne peux qu'applaudir, parce que quand même, là, Guillaume, tu nous as fait des interprétations musicales tout à fait intéressantes. Donc, j'applaudis. Merci de cette influence. J'ai donné toute ma limite. Aïe. Bon, jingle. Allez, on passe, après cette rubrique actu qui était un petit peu longue, comme ça a l'air d'être un petit peu notre marque de fabrique ces derniers temps, à la rubrique vie de couple. Parce que tranche de couple, tranche de vie, tranche de couple. Et aujourd'hui, le premier sujet qu'on voulait traiter, c'est un sujet qui, au fil de nos 12 années passées ensemble, revient régulièrement. C'est finalement nos différentes manières de raisonner qui, en fait, de temps en temps, créent un petit peu de friction dans notre vie de couple parce que, on n'aborde pas les choses de la même manière et parfois, on
on va dire peut-être encore plus quand l'un ou l'autre est fatigué. Genre maintenant, là, tout de suite. Voilà, ça n'aide pas. Donc on s'est dit qu'on pouvait essayer d'évoquer quelques situations dans lesquelles il peut y avoir un peu de tension. Ça peut être des choses très bêtes. Hein. Je pensais à quelque chose. Ça peut être par exemple sur la route. Par exemple. Quand il faut choisir un itinéraire. Max ou Guillaume qui demande à Max ou Max qui demande à Guillaume par où tu veux passer. Et tu veux on peut dire que Max est plutôt cérébral et réfléchit, voire surinterprète, surréfléchit un peu les choses en faisant des liens et en ayant un fil d'idées très précis dans la tête, alors que moi je suis un peu moins, un peu plus pragmatique, un peu plus pragmatique, un peu plus fainéant aussi, on peut le dire, hein, mais j'arrive pas forcément toujours à suivre tes raisonnements. Et sur la route, ça se pose, par exemple, quand il s'agit de choisir une direction. Ça peut être bêtement aussi quand on va acheter un truc. Oui. Un meuble Ikea. Par exemple. Je dis ça, mais ça peut être pas mal de choses, en fait, sur lesquelles on réfléchit très différemment, de façon, voilà... L'un plus cérébral, l'autre problématique. Alors, vraie question derrière, c'est... un autre exemple, parce qu'on va continuer, c'est un exemple d'aujourd'hui, d'ailleurs. Qu'est-ce que je veux prendre Chaud donc, patate, influenceurs, planquez-vous. Je dis un truc à Guillaume, j'entends donc je répète la même chose. Alors qu'en fait, c'est pas qu'il n'avait pas entendu, c'est juste qu'il comprenait pas la référence que je faisais. Mais plutôt que de me dire... Est-ce que tu peux expliciter parce que je comprends pas? Moi, quand j'entends je répète la même chose, ce qui l'énerve encore plus. Et du coup, là, en général, le ton monte. Alors qu'en fait, c'est juste simplement me dire explicite un peu parce que là, je comprends pas. Donc, au final, on en revient toujours à l'importance pour le couple de bien communiquer. Au moins pour que les intentions, les points clés de la pensée de l'autre soient clairs. Et c'est vrai, je sais que je fais beaucoup de sauts, d'associations d'idées. Des associations d'idées que parfois, dans ma tête. J'ai du mal. Il y a l'expression très imagée en français, sauter du coq à l'âne. Max, il fait un peu ça. Oui, parce que dans ma tête, il y a plein de liens qui se font. Mais je ne vois absolument pas. On a joué à un jeu, d'ailleurs, ce week-end, on pourra en parler aussi. Mon Dieu. Qui a un peu de ce type-là, où en fait, on associe deux mots dont on ne voit pas ce qu'ils ont à faire ensemble et on doit trouver un mot en commun. Ça s'appelle So Clover. C'était un cadeau d'anniversaire pour Max de sa belle maman. Exactement, merci. Et c'est un peu l'idée, en fait, c'est-à-dire que tu passes très rapidement d'une idée à l'autre, qui pour toi ont une... Mais c'est pour ça que ce jeu est bien aussi pour s'entraîner un peu. C'est des idées qui ont un lien, alors que moi j'ai du mal, je ne la fais pas du tout. C'est normal, on n'a pas la même expérience. T'es plus âgé, t'as plus d'expérience que moi. C'est tout ça. ça. Vas-y, dis que je suis vieux tout de suite. Oh là là. Merci Guillaume d'appuyer sur les points sensibles, mon âge. Il a toujours un âge à 2 chiffres, ça va. Oui, bien sûr. Et puis j'ai toujours 2 ans de plus que toi. De toute façon, ça change pas. Ça l'empêche pas de me traiter de vieux. Si, pendant quelques jours, j'ai 3 ans de plus que toi. Ouais, mais ça dure 2 semaines, ça va. Mais c'est vrai que j'en suis conscient que parfois mes associations d'idées font que du coup elles se font dans ma tête et donc ça va vite. Et que ça n'aide pas forcément à pouvoir simplifier les choses, arriver à suivre. Et clairement, quand on est un peu fatigué, ce qui arrive un petit peu comme tout le monde, souvent en ce moment, ça n'aide pas. Tout à fait. Voilà. Encore une fois, je crois que le mot-clé de cette rubrique, c'est communication. Vous allez nous dire qu'on vous rabâche la communication, mais on est toujours là. Et c'est pas nos amis de We Bloom qui vont dire le contraire, hein, Claire et Anthony, si vous nous écoutez. Yes, We Bloom. Yes, We Bloom. Oui, alors d'autant plus que faut quand même dire que niveau charge mentale, on a quand même ces derniers temps, je sais pas de votre côté, mais c'est vrai que on en parlait tout à l'heure avec Guillaume dans la voiture. On se disait que quand même à la fois la guerre en Ukraine et puis les élections, ça donnait un contexte qui était quand même assez anxiogène, assez oppressant. Alors il faut dire que Max, il a aussi une façon très différente de gérer qui est beaucoup plus saine, je pense, que la mienne. Dis-moi. Vas-y. Non, j'allais dire que le fait qu'on soit aussi pas mal présent sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter fait aussi qu'on vit dans une certaine on vit aussi dans une certaine bulle qui est pas forcément représentative de la vraie vie des gens.
parfois on a l'impression qu'il y a des choses qui sont énormes, et en fait, non, c'est juste que c'est sur Twitter, il y a une certaine attention. Mais globalement, c'est vrai que, la guerre, le fait qu'on vive la guerre globalement quasiment en direct, c'est quand même très anxiogène. Et puis, nous qui sommes peut-être par notre formation et nos intérêts de manière générale pour la politique, assez attentifs à ces sujets-là, c'est vrai qu'au bout d'un moment... En fait, on accumule beaucoup d'informations dans parfois très peu de temps, et puis ça continue à venir. C'est le principe des réseaux sociaux, c'est qu'on alimente des murs, on alimente des murs. Et moi, typiquement, je suis quelqu'un qui réagit très mal à ce genre de choses, et pour autant, je suis un peu maso parce que du coup, j'y suis toujours, et je suis toujours très actif sur Twitter. Mais moi, j'ai tendance à accumuler les angoisses les unes sur les autres, et du coup, à être 2 ou 3 fois plus angoissé parce que voilà, on cumule les infos, et plutôt que de se dire on attend de voir ce qui se passe, on en rajoute et on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, plutôt que d'attendre sagement de voir ce qui se passe. Alors que Max me paraît beaucoup plus calme. Il a toujours été mon rock, ça c'est pas une nouveauté, mais là-dessus aussi il faudrait que je prenne un peu plus exemple sur toi, Max, parce que tu es un influenceur beaucoup plus, avec une mode de vie, une hygiène de vie beaucoup plus saine que la mienne. Disons que peut-être j'arrive à pas forcément monter nécessairement trop dans les tours, en laissant couler un peu des choses, en prenant un peu plus de recul. C'est vrai que parfois tu peux être un peu plus, dans la réaction, dans tout ça. Absolument. Voilà, c'était... Et non, mais quand même, du coup, face à tout ça, c'est important de prendre un peu d'air, de prendre un petit peu de repos. Et du coup, nous, la semaine dernière, on a pris quelques jours au vert. Et oui, on a été louer un gîte à quelques kilomètres d'une ville que ceux qui nous suivent depuis quelques temps ou qui nous suivent un peu nous connaîtront. Ça commence par un T, ça finit par un Z. D'un hameau plutôt qu'une ville, parce que C'est une grande ville avec un mini Oyak, un mini supermarché qui est ouvert seulement à des heures bien particulières. Mais donc on était à 10 km de Thésée, en famille, dans ma famille. J'ai eu cette chance-là de passer Pâques avec... Nous avons eu cette chance-là, mais... Moi, je l'apprécie d'autant plus. Moi aussi, j'apprécie beaucoup ma belle famille. Avec ma famille et avec Max, finalement. Quand même. Et de prendre le temps de se poser, de se dire que... voilà, on s'écarte, on change un peu de sujet, on est dans une maison sans Internet, on est dans une maison sans chauffage, mais on a quand même trouvé des solutions, sans eau chaude. Pas complètement, en réalité, on a trouvé des solutions, on a eu de la chance parce qu'on a eu très beau temps. Et d'ailleurs, je pense à tous nos amis français qui nous écoutent aujourd'hui et qui risquent de nous écouter aujourd'hui en ce dimanche 24 avril. Je sais que chez vous, il fait moche, mais sachez qu'en Belgique, il fait grand beau. Donc si jamais vous voulez y venir faire un tour, c'est le moment. Oui, pour le coup, là... je précise aussi que c'est notre été, donc si vous venez en juillet, c'est trop tard. Oui, c'est ça, on dit toujours, vous nous l'avez sans doute déjà entendu dire, en avril, mars-avril, c'est le moment où il fait super beau, mais après l'été, il est pourrave. C'est pour ça que tous les Belges vont dans le sud de la France pendant l'été. Voilà, et c'est vrai que d'abord, c'était sympa d'être au vert, de pouvoir un peu se balader, et puis pour nous, Thésée, c'est aussi une respiration spirituelle. Voilà, vous le savez, on est croyants, et Thésée, c'est une référence pour nous, pour tous les deux. En fait, c'est une base commune, un lieu où on aime se ressourcer aussi spirituellement. Et donc, c'était très chouette de pouvoir participer à quelques prières à Thésée pour un petit peu se poser. Tout à fait. Avant de reprendre notre vie trépidante, n'est-ce pas ? Voilà. Bon, compte tenu du timing, on va s'arrêter là. On avait une petite dernière rubrique geek, mais on la fera la prochaine fois. On la garde pour la prochaine fois, oui. Et c'est déjà la fin donc de ce 18e épisode. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify, où vous pouvez aussi prendre 2 minutes pour mettre un petit commentaire, tout à fait. Ça marche sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Envoyez-nous une beuglante. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de beuglante. Envoyez-nous vos questions, envoyez-nous vos souhaits, vos désirs. On essaye de parler un peu aussi de ce qui vous fait vibrer, ce qui fait partie de votre monde, parce que nous, on vous parle d'une autre, mais on essaye d'être ouvert. Enfin, on est ouvert, on s'ouvre sur le monde de tout le monde. Et voilà, c'est très important pour nous de savoir que vous nous écoutez, ça nous fait chaud au cœur.
Vous pouvez... on va bientôt arriver aux 4000 écoutes. Hein. Tout à fait. 4000 téléchargements. On est à 3800 et des poussières. Tout à fait. Vous pouvez aussi partager si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés. Voilà, n'hésitez pas. Ça nous fait toujours plaisir de voir que du monde écoute ces podcasts et qu'on prend le temps de les préparer avec beaucoup d'amour pour vous et pour quelque chose. Et comme d'hab, vous nous retrouvez tous les 15 jours le lundi, le dimanche soir pour les plus pressés. D'ici au prochain épisode, continuez à prendre soin de vous. Portez-vous bien. Gros bisous. On et vous embrasse. À très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.